suis-je? Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d'un pays. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il était excessivement vivant, sensible, assez insupportable, mais alors d'une sensibilité extrême. Alors, de ce point de vue-là, il était facile à élever. Son abord était froid, quand on ne le connaissait pas. C'était un grand garçon, dégingandé, mince, et se présentant toujours un petit peu tordu. Il était très désireux de compliments, car après tout, les compliments sont l'oxygène des créateurs. Distrait, c'est pas le mot qu'on peut dire distrait, mais... On l'appelait d'ailleurs Pique la Lune. Il avait conservé ce fond de fraîcheur et d'enfance qui était sa particularité. Il pensait avec une vitesse extraordinaire, ce qui fait que ses paroles ne pouvaient pas aller aussi vite que sa pensée. Alors il s'énervait. On doit appeler Saint-Antoine, nous autres. Il aimait la fraternité, il aimait la camaraderie. On est frappé de voir que ce qui le préoccupe le plus, c'est de savoir et de connaître et de comprendre. Lui a commencé par faire quelque chose avant d'écrire. Il voulait absolument être de ceux qui combattaient. Moi, je lui en veux d'être mort, je lui en veux de ne plus être là. Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry disparaît. En cet été d'apothéose aux moissons riches de victoire, il emporte avec lui le secret de sa mort. Le temps de la légende commence. Légende d'un écrivain dont les œuvres représentent le tirage le plus important de la littérature française dans le monde. Légende qui confond désormais le vivant et le mort, le contemplatif et l'homme d'action, le pilote et l'écrivain, le romancier et le moraliste, l'adulte et l'enfant. C'est tout à fait par hasard que je suis né à Lyon. Je ne suis pas lyonnais. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger naît le dimanche 29 juin 1900. Son père, Jean-Marie de Saint-Exupéry, inspecteur d'assurance, est originaire du Limousin. Sa mère, Marie Boyer de Faucolombe, qui est provençale, quittera Lyon 4 ans après la naissance d'Antoine, à la mort de son mari. Saint-Maurice d'Orémas. Un château l'accueille, elle et ses enfants. C'est important une maison. C'est plein de divinités secrètes. Il faut faire connaissance doucement. Bonjour arbre. Bonjour fleurs, bonjour bêtes et bruits. Bonjour immensité d'une petite chambre. Bonjour parfum des confitures. Bonjour rayon de soleil, rayon de lune. Il y a là un petit prince qui demande à être apprivoisé. Je ne suis pas sûr d'avoir vécu depuis l'enfance. Mon premier souvenir, c'est d'Antoine me suivant dans le parc avec une petite chaise verte. Et toutes les fois que je m'arrêtais, Antoine s'asseyait sur sa petite chaise et attendait que je reparte. Nous faisions comme ça tout le tour du parc. Ça se passait à Saint-Maurice-de-Raymond, la chère maison dont il parle toujours, c'est dans ses lettres. Ça devait être en 1904-1905. Alors j'y suis allée et nous avons sympathisé absolument. Et pendant toute cette année, j'ai donné quelque chose 3 fois par semaine aux enfants. J'étais là-bas comme chez moi, je restais déjeuner. Et à partir de Pâques, tout le monde s'installait au château de Saint-Maurice
avec la mère des enfants et les 3 petits, c'est-à-dire Antoine, qui avait 4 ans, je crois, François 3 ans et Lydie 2 ans. À ce moment-là, ils étaient très inventifs. Ils formaient une petite tribu assez secrète et ils avaient différents jeux. Il y avait entre autres le jeu du chevalier Alclin. Ça se passait dans les temps d'orage. Et quand le premier coup de tonnerre, la première goutte de pluie arrivait, celui qui recevait la goutte de pluie était sacré chevalier Alclin pour toute la journée. Il était surtout très volontaire. Il fallait toujours dire comme lui, et voilà. Mais il était très bon, il avait très bon cœur. Il était très droit aussi. Il était incapable d'une ville ligne. Mais il faisait ce qu'il voulait. Ils avaient aussi inventé une bicyclette à voile. On avait demandé à la vieille gouvernante de fabriquer une voile avec un Bradley. On avait fixé cette voile à la bicyclette et on s'est lancé à toute allure vers la fin du parc. Et il paraît qu'au bout du parc, la bicyclette s'envolait dans les airs. Ça, c'était la première expérience d'aviation. On n'avait rien à faire qu'à se cultiver, on jouait des charades, on faisait de la musique, on chantait. Et dans cette famille, tout le monde écrivait des vers, tout le monde était artiste. Tu veux qu'on n'avait pas de raison à ce moment-là de remarquer spécialement Antoine. Il est question justement dans Terre des Hommes d'une nuit passée sous les étoiles et où il se rappelait sa chère maison de Saint-Maurice. Il était quelque part un parc, chargé de sapins noirs et de tilleuls, et une vieille maison que j'aimais. Peu importe qu'elle fût éloignée ou proche, qu'elle ne pût ni me réchauffer dans ma chair, ni m'abriter, réduite ici au rôle de songe. Il suffisait qu'elle existât pour remplir ma nuit de sa présence. Je n'étais plus ce corps échoué sur une grève, je m'orientais. J'étais l'enfant de cette maison, plein du souvenir de ses odeurs, plein de la fraîcheur de ses vestibules, plein des voix qui l'avaient animé. Et jusqu'au chant des grenouilles dans les mares qui venaient ici me rejoindre. 1909. Madame de Saint-Exupéry s'installe au Mans. En octobre, Antoine entre au collège Sainte-Croix. Irrégulier, indiscipliné, tel est l'élève pique la lune. Le temps des vacances lui rend ses châteaux, ses parcs, ses jeux, ses rêves. Château de la Mole. Château d'Amol, lui, qui appartenait à mon père, où j'ai passé moi-même mon enfance. Et alors mes enfants, ils sont allés très souvent en vacances. Et ils adoraient la Mole. Ils avaient des tortues, ils avaient des tourterelles, un tas de bêtes apprivoisées. Et puis, ils avaient une gouvernante qu'ils aimaient beaucoup, la fameuse Paula dont il est question dans Terre des Hommes, et qui leur raconte des histoires. Et Antoine lui a dit un jour, Paula, je voudrais que tu me parles du temps où tu étais un tigre et un lion. C'est déjà de la préhistoire. 2 châteaux, 2 parcs, dont les beautés sont sans importance. L'essentiel est invisible, et c'est ce terrain-là qui fonde Antoine de Saint-Exupéry. Trop courtes sont les vacances, trop bref le temps de l'enfance. Antoine a 14 ans. La Première Guerre mondiale éclate. Madame de Saint-Exupéry envoie ses 2 fils au collège Saint-Jean, chez les marianistes de Fribourg. Je l'ai connu d'abord à Saint-Maurice-de-Rémins par les relations qu'avaient nos familles, des relations de voisinage. Mais j'ai surtout fait sa connaissance et notre amitié est née à Fribourg, au collège des marianistes en Suisse, où il est venu terminer ses 3 dernières années d'études secondaires. Il est arrivé dans le courant du premier trimestre et un jour je l'ai trouvé, j'ai été heureusement surpris de le trouver en face de moi assis au réfectoire et nous nous sommes retrouvés avec grand plaisir et tout de suite il m'a parlé de l'aviation qu'il passionnait déjà à cette époque puisque la propriété de sa famille était voisine du camp d'Ambérieux où il avait fait son baptême, vous l'avez eu, son baptême de l'air. Dans quelles conditions? Son baptême de l'air. Eh bien, son baptême de l'air, lui avait été donné par Védrine, qui était à ce moment-là au camp d'Ambérieux.
17 ans, il lui faut faire un choix. À l'école navale, c'est l'échec, les tentatives qui ne mènent à rien, l'insatisfaction, le désœuvrement. Il a besoin d'agir, l'occasion lui manque. Il est affecté au 2e régiment d'aviation de Strasbourg. L'outil lui est enfin offert. Le petit prince me demanda: Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Le 11 octobre 1926, à Toulouse, Saint-Exupéry est admis dans l'univers des hommes qui quotidiennement se mesurent à l'obstacle. La liberté lui est offerte, la vraie, l'amitié aussi. J'ai connu aux heures de miracle une certaine qualité des relations humaines. Là est pour nous la vérité. Ce jour-là, un homme est devant lui, Didier Dora. En octobre 1926, Saint-Exupéry s'est présenté à mon bureau de Montaudran, où étaient exploitées, comme vous le savez, les lignes aériennes Latécoère. Il venait d'où? Eh bien, il venait de partout et de nulle part. Il sortait des mains, en somme, de son précepteur, l'abbé Sudour, qui commençait, je crois bien, à se désoler et à craindre de voir son élève ne pas réussir dans la vie. Il venait d'essayer, vainement, sans succès, de vendre des tuiles et puis ensuite des camions horaires. Il ne réussit ni dans une activité ni dans l'autre. Et il arriva devant moi comme un bon élève, encore qu'il était. Il était déjà pilote. Il était pilote, il avait fait son service dans l'armée de l'air, mais je dois dire que son carnet de vol était mince et que ses références n'étaient pas des plus brillantes, références de pilote 100 ans. Et lorsqu'il est arrivé à l'aéropostale, est-ce que vous l'avez utilisé tout de suite comme pilote? Ah non, non, d'ailleurs c'était la règle, aucun pilote nouveau qui se présentait n'était employé immédiatement. Il fallait d'abord apprendre aux pilotes ce qu'était le travail, c'est-à-dire les mettre au contact de la réalité, de la technique, et de les faire travailler au coude à coude avec nos mécaniciens. En 1924, l'aéropostale exploitait déjà, c'est-à-dire transportait le courrier, sur une ligne qui, partant de Toulouse, allait jusqu'à Casablanca. Eh bien, nous commencions à exploiter la ligne Casablanca-Dakar, où nous avions beaucoup de difficultés à résoudre, difficultés techniques d'abord, et ensuite des difficultés politiques, étant donné que le survol du Rio de Oro nous amenait, en raison de la fréquence des pannes, en contact assez fréquent avec les nomades du désert, qui, comme vous le savez, étaient à l'époque cruels et pillards, et qui ne voyaient dans nos avions que la possibilité d'en capturer l'équipage pour leur vendre le plus cher possible. Ils demandaient par exemple 1 million de fusils, 10 millions de cartouches, 100 millions de pesetas, enfin des exigences extravagantes. Bien sûr que l'on réduisait à un chiffre raisonnable, mais pendant ce temps-là, nos équipages étaient entre les mains des morts, et d'ailleurs certains avaient dû se battre pour se dégager et faire usage des armes que nous leur avions confiées pour assurer leur défense. Quelle a été donc l'activité de Saint-Exupéry à partir du moment où il a commencé à piloter? Eh bien, il a piloté, il a fait quelques courriers sur le tronçon Toulouse-Alicante, Casablanca. Mais j'avais commencé à comprendre Saint-Exupéry et je pensais qu'il pouvait rendre d'autres services que celui de piloter. C'est ainsi que, pour trouver une solution humaine au problème de nos relations avec les morts qui conditionnaient toujours la sécurité du tronçon Casablanca-Dakar, j'ai pensé à envoyer Saint-Exupéry au Cap Jupi. Et c'est là où Saint-Exupéry s'est découvert, à mon sens. C'est là où il a découvert l'intérêt qui s'attachait à connaître mieux les hommes, à ne pas les juger sur leur apparence extérieure et à les analyser profondément. J'ai connu ce monsieur Saint-Exupéry, on l'appelait Saint-Ex, par là, quoi.
J'ai connu en 1925-27 jusqu'en 1928 à Cap-Juby. J'ai été conseiller d'aéroplace. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Ah, moi, j'étais conseiller de mécano. Quelle vie vous meniez à Juby? Bon, vous savez, on faisait une vie de famille, une vie de popote, quoi. Il y avait plusieurs, on était 5-6, surtout il y avait des équipages. Il y avait un équipage qui passait 8 jours à Juby, qui passait une semaine. Alors, il y avait un équipage qui s'appelait Mermoz et l'écrivain, qui était là, et l'autre équipage, c'était Antoine et Rennes. Alors, une semaine, nous avions cet équipage, l'autre semaine, nous avions notre équipage. Alors, vous savez, ils nous portaient du ravitaillement d'Agadir, tout ça, et nous, on mangeait, on faisait notre popote, et ça allait en une vie de famille, quoi. Et Saint-Exupéry, quelle vie vous menez? Ah, écoutez, il avait sa chambre dans le fond de la baraque, une sorte de baraque que nous avions, il avait sa chambre dans le fond, ça allait. Surtout, il écrivait beaucoup, seulement il oubliait des fois que le courrier devait partir, alors au dernier moment, c'était l'affolement toute la nuit, la machine à écrire, il tapait en vitesse. Ça, tous ces comptes rendus, on pourrait envoyer à M. Dora, comme M. Dora à Toulouse. Souvent dans la journée, ben, il allait chez les morts, il allait voir le thé à droite à gauche, ou souvent il prenait alors des fois son grand imperméable qui était dessous, là, ses paquets de feuilles, et il partait sur une dune, il mettait son imperméable, ça lui servait de couverture, et là-dessus il écrivait, puis il rentrait à midi et demi pour manger, ça lui arrivait de rentrer, il était 3h, 4h, nous allions manger. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ben, il reste plus rien, il est trop tard. À ce moment-là, ben, lui, si vous voulez, du riz bouilli, et de l'huile, du pain trempé dans l'huile, et moi, ça lui plaisait. Ça lui plaisait, ça lui plaisait. Quel genre d'homme c'était, ça? Ah, c'était un type bien courageux, bien connaît comme une chose de bien, un type, quoi. Un type, il connaît des choses comme un marabout, quoi. Mais quand même, il est bien courage. La tête, il est bien ouvert, quoi. Je connais tous les travailleurs, comme un type, quoi. Un type, mais c'est pas comme une marmotte, c'est pas comme marmotte. Mermoz, c'était quoi? Un guerrier, quoi. Un guerrier? Guerrier. Comme toi? Costaud. Il parle trop. Il vient trop. Alors, Saint-Exupéry, il parle comme un petit doucement. Et puis, il vient travailler aussi, ça. Il vient travailler, il travaille comme quoi. Il connaît bien lire comme un marabout. Oh, dis donc, les jeunes de français avant, mon vieux, c'était le pilote, hein. C'est pas comme tu suis, tout le monde, il apprend un avion garanti, alors qu'il n'a pas garanti. Merci. Je l'ai connu quand nous avons été prisonniers avec CR d'Air France, chez le mort là-bas, avec Rennes, et puis le fils du général Étienne. Il est venu nous chercher là-bas, c'est lui qui était l'ambassadeur, quoi. Vous êtes resté combien de temps chez les morts? Chez les morts, on est resté plutôt 8 mois, quoi. À tourner la meule, à casser le couscous, à tout ce qui nous faisait faire, quoi. Et le plus mauvais, c'était les femmes. Et c'est Saint-Exupéry qui est venu vous chercher? Oui, c'est Saint-Exupéry avec un interprète mort, mauritanien, quoi. Et où est-ce qu'il vous a ramené? Au Cap-Juby. C'est dans cette ambiance, dans ce décor, qu'a vécu 18 mois Saint-Exupéry, alors qu'il était habitué à profiter de tout ce qu'il y avait de raffiné jusqu'alors dans la vie. C'est là, je ne saurais trop le dire, où, en contemplant les étoiles, les sables, il a découvert tout ce qui s'attachait à l'effort nécessaire encore pour réunir les hommes et leur trouver précisément des points de réunion. Miguel Hora, si je comprends bien, on peut dire qu'on entrait à l'Aéropostale un peu comme on entre dans un couvent. Et on peut donc dire aussi qu'il y a eu une véritable mystique de la ligne. On a beaucoup parlé de cette mystique. On l'a souvent déformée. On lui a attribué un côté héroïque qui n'était pas le seul. Car, plus simplement, dans nos avions, il y avait des sacs de lettres, de nombreux sacs contenant des milliers de lettres. Et ces lettres, quelques-unes étaient chargées d'espoir, d'autres de malheur,
Mais nous étions sûrs, nos équipages étaient sûrs, chacun d'entre nous étions sûrs qu'il y avait au moins une lettre qui méritait d'arriver, car elle était susceptible d'apporter un peu d'amour, un peu de paix à une âme dans la difficulté. Je vis non des choses, mais du sens des choses. L'avion, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie. Ce n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Avec l'avion, nous avons appris la ligne droite. À peine avons-nous décollé, nous lâchons ces chemins qui s'inclinent vers les abreuvoirs et les étables, ou qui serpentent de ville en ville. Affranchis désormais des servitudes bien-aimées, délivrés du besoin des fontaines, nous mettons le cap sur nos buts lointains. Alors seulement, du haut de nos trajectoires rectilignes, nous découvrons le soubassement essentiel, l'assise de roc, de sable et de sel, où la vie, quelquefois comme un peu de mousse au creux des ruines, ici et là, se hasarde à fleurir. Nommé directeur de l'Aéroposta Argentina, Saint-Exupéry travaille avec Mermoz et Guillaumet à la création des premières lignes d'Amérique du Sud. La ligne, c'est un trait d'union. Les liens, voilà ce qu'il faut créer. Contre les impossibilités, par-delà les frontières, d'un continent à un autre continent, malgré les orages, malgré les tempêtes. C'était l'époque des premiers vols de nuit. Mermoz avait décidé de partir de Buenos Aires à minuit afin de pouvoir arriver à Rio de Janeiro le soir de la même journée. Et pour ça, il fallait qu'il fasse au moins 6 heures de vol de nuit dans des conditions qui ont été très largement évoquées par ailleurs, mais qui étaient vraiment, quand on jette un regard en arrière, absolument extraordinaire et qui classait vraiment la qualité de tels hommes. Monsieur Laurent, Vol de nuit comporte un personnage très important qui est le centre même du livre, c'est Rivière. On a souvent dit que vous étiez Rivière. Qui est Rivière d'après vous? Eh bien, en vérité, honnêtement, je ne peux pas vous répondre d'une manière précise. Je pense que Saint-Exupéry a voulu, dans le personnage de Rivière, sculpter le chef idéal tel qu'il se le représentait lui-même et tel que chacun des nombreux chefs de l'Aéropostale était. C'était un symbole. C'était un idéal, un symbole, en effet. L'avion glissait en marge d'un cyclone qui ne lui brouillait pas une étoile. Le pilote à l'avant soutenait de ses mains sa précieuse charge de vie humaine, les yeux grands ouverts et pleins de lune, comme un chevrier. Buenos Aires déjà emplissait l'horizon de son feu rose, et bientôt luirait de toutes ses pierres ainsi qu'un trésor fabuleux. Le radio de ses doigts lâchait les derniers télégrammes, comme les notes finales d'une sonate qui lui tapotait joyeux dans le ciel, et dont Rivière comprenait le chant. Puis il remonta l'antenne, s'étira un peu, bâilla, sourit. On arrivait. Le pilote ayant atterri retrouva le pilote du Courrier d'Europe, adossé contre son avion, les mains dans les poches. « C'est toi qui continues ? » ?»« Oui. »« La Patagonie est là ? » ?»« On n'attend pas. Disparu. »« Il fait beau ? » ?»« Très beau. »« Fabien disparu ? » Ils en parlèrent peu, une grande fraternité les dispensait des phrases. On transbordait dans l'avion d'Europe les sacs de transit d'Assomption et le pilote, toujours immobile, la tête renversée, la nuque contre la carlingue, regardait les étoiles.
Il sentait naître en lui un pouvoir immense, et un plaisir puissant lui vint. Chargé, fit une voix. Alors, contact. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Oui, je crois que ça a été une chose très importante, aussi bien dans la vie de l'un que dans la vie de l'autre. Ils s'aimaient beaucoup, ils se comprenaient parfaitement bien et très souvent même sans se parler. Il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre très bien. Vous vous souvenez de détails qui éclairent ça? Sur le moment, peut-être pas. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Ils étaient très souvent séparés et quand ils se retrouvaient, s'il y avait eu entre-temps un point de discussion, ils se trouvaient d'accord aussitôt sans en avoir même discuté. Je t'apporte ici, Guillaume, le témoignage de mes souvenirs. Tu avais disparu depuis 50 heures, en hiver, au cours d'une traversée des Andes. Rentrant du fond de la Patagonie, je rejoignis le pilote de l'air Mendoza. L'un et l'autre, 5 jours durant, nous fouillâmes en avion cet amoncellement de montagnes, mais sans rien découvrir. Nos 2 appareils ne suffisaient guère. Il nous semblait que 100 escadrilles naviguant pendant 100 années n'eussent pas achevé d'explorer cet énorme massif dont les crêtes s'élèvent jusqu'à 7000 mètres. Nous avions perdu tout espoir. Lorsque Delay ou moi atterrissions à Santiago, les officiers chiliens nous conseillaient de suspendre nos explorations. C'est l'hiver. Notre camarade, si même il a survécu à la chute, n'a pas survécu à la nuit. La nuit là-haut, quand elle passe sur l'homme, elle le change en glace. Et lorsque de nouveau je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait non plus te rechercher, mais veiller ton corps en silence, dans une cathédrale de neige. Enfin, au cours du 7e jour, tandis que je déjeunais entre 2 traversées dans un restaurant de Mendoza, un homme poussa la porte et cria, oh, peu de choses, Guillaume vivant. Et tous les inconnus qui se trouvaient là s'embrassèrent. 10 minutes plus tard, j'avais décollé. Et c'est à ce moment-là, en arrivant dans la plaine, qu'ils ont aperçu l'avion de Saint-Exupéry qui avait entendu dire que mon mari était retrouvé, qui venait à sa rencontre, et Saint-Ex a atterri à côté de ce convoi, comme il a pu, n'importe comment, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont retrouvés, et que Guillaume lui a dit cette phrase qui est restée célèbre, ce que j'ai fait, une bête ne l'aurait pas fait. Au courage d'une poignée d'hommes s'opposent vite les intrigues politiques et financières. Idéalisme contre matérialisme. L'aéropostale chancelle. Tout est remis en question et les mues ne sont jamais joyeuses. Il faut se résoudre à naître à une vie nouvelle. C'était l'action, ce sera la gloire. Vol de nuit obtient le prix féminin. Je n'ai pas pu venir sans apporter cette lettre qui date de 1931, qu'a recueilli René Delange dans ce livre sur Saint-Exupéry qui est paru il y a déjà assez longtemps. Cette lettre de 1931, c'est tout de même l'époque où Courrier Sud avait paru et où Vol de nuit venait de sortir. Cette lettre démontre un désarroi complet, une misère d'âme extraordinaire. Je crois que je ne peux pas ne pas vous la lire, parce que ça me paraît tellement révélateur de ce qu'il est,
de ce qu'il éprouvait. Et on croit que Saint-Exupéry a toujours été, bon d'accord, un homme exceptionnel, mais on pense qu'il a toujours été heureux, applaudi, vous comprenez, entouré, soutenu, que maintenant c'est quelqu'un qui est entré dans la légende et qui a toujours vécu. C'est une erreur complète. C'est pour ça que nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il a été malheureux, parce qu'il a été comme nous. Nous l'aimons parce qu'il a souffert de l'inimitié des autres, de l'incompréhension et tout le reste. Écoutez cette lettre à Guillaumet. Guillaumet, il paraît que tu arrives. Et j'en ai le cœur un peu battant. Si tu savais quelle terrible vie j'ai menée depuis ton départ et quel immense dégoût de la vie j'ai peu à peu appris à ressentir, parce que j'avais écrit ce malheureux livre, j'ai été condamné à la misère et à l'inimitié de mes camarades. Mermoz te dira quelle réputation ceux qui ne m'ont plus vu et que j'aimais tant m'ont peu à peu fait. On te dira combien je suis prétentieux et pas un de Toulouse à Dakar qui en doute. Un de mes plus graves soucis a été aussi ma dette. Il avait toujours des dettes. Mais je n'ai même pas toujours pu payer mon gaz et je vis sur mes vieux vêtements d'il y a 3 ans. Pourtant, tu arrives peut-être au moment où le vent tourne et je vais peut-être pouvoir me délivrer de mon remords. Mes désillusions répétées, cette injustice de la légende m'ont empêché de t'écrire. Peut-être toi aussi croyais-tu que j'avais changé. Je ne pouvais pas me résoudre à me justifier devant le seul homme, peut-être, que je considère comme un frère, jusqu'à Étienne, que j'avais pourtant jamais vu depuis l'Amérique, et qui, malgré qu'il m'ait parvenu à raconter ici à des amis à moi que j'étais devenu poseur. Alors toute la vie est gâtée si les meilleurs des camarades se sont fait cette image de moi, et s'il est devenu un scandale que je pilote sur les lignes après le crime que j'ai fait en écrivant Vol de nuit. Tu sais, moi qui n'aimais pas les histoires, ne va pas à l'hôtel, installe-toi dans mon appartement, il est à toi. Moi je vais travailler à la campagne dans 4 ou 5 jours. Tu seras comme chez toi et tu auras le téléphone, ce qui est plus commode, mais peut-être refuseras-tu, et peut-être faudra-t-il m'avouer que j'ai perdu la meilleure de mes amitiés. Et il ajoute ce post-scriptum: si je ne suis pas là, les clés sont chez la concierge et il y a un domestique pour te servir et tu peux amener qui tu veux et casser tout ce que tu veux. Mais je tremble en te proposant ça, que tu ne me donnes pas cette preuve d'affection et que Dakar et le partage du Rhum soient aussi lointains qu'un conte de fées. Lui qui n'est pas un homme de plume mais un homme de vie, lui qui a appris la leçon des sables et des étoiles, lui qui a découvert les sources de l'enthousiasme, lui qui sait que les biens matériels ne sont que prison, se voit obligé de travailler pour le cinéma et pour les journaux. Oh, il a écrit des articles sur l'aviation, sur Mermoz, enfin, il était très soucieux à un moment, naturellement, de l'aéropostale et des liaisons de l'Atlantique Sud, et puis il avait toujours énormément d'idées. Il m'avait proposé de faire un reportage sur tous les volcans de la Terre. Il voulait faire le tour de la Terre en avion et examiner chaque volcan et les rapports des volcans les uns avec les autres. Ça l'amusait le journalisme? Vous savez, je crois que tout amusait Saint-Exupéry à partir du moment où il le faisait avec des gens et pour des gens. Friedensphrasen, triefenden Demokratien sind die blutgierigsten Griechen. Le destin du monde s'accélère. L'Europe fixe son attention sur l'Allemagne. L'homme ne sera-t-il jamais guéri de sa maladie de bataille? Où est dans tout cela son empire intérieur? Brusquement, le 8 décembre 1936, un titre dans les journaux efface tous les autres. Saint-Exupéry dit adieu à Mermoz. Voilà qu'il nous semble aujourd'hui que depuis bien longtemps, nous n'avons pas rencontré Mermoz. Sa disparition nous blesse moins peut-être en apparence, mais elle nous atteint plus profondément. Mermoz nous manque peu à peu, comme pourrait nous manquer le pain. À force de ne pas entendre son rire clair, nous nous demandons, non avec l'esprit, mais avec tous nos réflexes, où donc est-il? Et nous découvrons lentement que rien ne le remplacera. On ne se crée pas de vieux camarades. Rien ne remplace jamais le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliation, de mouvements du cœur. On ne bâtit pas de vieilles amitiés. On a détruit quelque part un jardin qui nous est désormais interdit, et le monde nous semble moins riche. Mermoz a disparu, et il faisait si bien partie de nous que beaucoup d'entre nous lui doivent un sentiment mélancolique et inconnu, un sentiment nouveau pour nous, le regret secret de vieillir. Non, non à l'évasion
invasion qui ne mène nulle part. Non à ce faux métier de conférencier qui conduit aux quatre coins du monde. Non à ces étapes sans raison d'être. Moscou, Casablanca, Alger, Tunis, Le Caire. Non à ces mots qui s'attirent la langue. Non. Parler devant les autres des débuts de la ligne, cela ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est se reconquérir soi-même. Offrir à son âme non un luxe de preuve, mais une seule preuve, solide, comme un espoir. Il faut faire quelque chose, il faut voler de nouveau. Saint-Exupéry décide de battre le record de Jaby, Paris-Saigon en 87 heures, avec le mécanicien Prévost. Il est parti d'ici, hein, il nous a dit au revoir et à bientôt parce que je pars pour un long voyage. Et on l'a suivi par les moyens que l'on avait pour savoir où il allait, par la presse et la radio, etc. Nous l'avons suivi, mais nous avons été à un moment donné très inquiets puisqu'on n'avait plus aucune nouvelle de lui. Et ses amis étaient très inquiets. Ils venaient ici pour chercher des nouvelles, pensant qu'à la brasserie, puis il y en avait de plus fraîches qu'ailleurs. Mais elles étaient les mêmes partout, comme partout. À perte de vue, le désert, les sables qui là-bas, au bout de l'horizon, se confondent avec le ciel. La faim, la soif, les heures qui s'écoulent, les jours qui passent, la mort qui vient. Saint-Exupéry raconte lui-même son aventure. À ma grande surprise, le premier craquement, au lieu d'aboutir à l'écrasement définitif, se prolongea dans la cabine à la façon d'un tremblement de terre. Je subissais une secousse ininterrompue, d'une extrême violence, et qui se prolongea pendant 6 secondes environ. Je ne savais comment interpréter ce phénomène quand je subis la secousse d'arrêt qui fut plus forte que les autres et pulvérisa l'aile droite. L'avion, sur un cheval de bois, s'était bloqué. Prévost, puis moi, Au soir du 4e jour, une caravane les découvre. 8 jours plus tard, Saint-Exupéry rentre en France. Il retrouve ses amis. Dans Terre des Hommes, l'aventure se transforme, trouve un sens. J'ai fait ce que j'ai pu. Nous avons fait ce que nous avons pu. 60 kilomètres presque sans boire. Maintenant, nous ne boirons plus. Prévost pleure. Je lui tape sur l'épaule et je lui dis pour le consoler, si on est foutu, on est foutu. Il me répond, si vous croyez que c'est sur moi que je pleure. Oh, bien sûr, j'ai déjà découvert cette évidence. Rien n'est intolérable. J'apprendrai demain et après-demain que rien décidément n'est intolérable. Je ne crois qu'admis au supplice. Je me suis déjà fait cette réflexion, j'ai cru un jour me noyer, emprisonné dans une cabine, et je n'ai pas beaucoup souffert. J'ai cru parfois me casser la figure, et cela ne m'a point paru un événement considérable. Ici non plus, je ne connaîtrai guère l'angoisse. Demain, j'apprendrai là-dessus des choses beaucoup plus étranges encore. Et Dieu sait si malgré mon grand feu, j'ai renoncé à me faire entendre des hommes. Si vous croyez que c'est sur moi, oui. Oui, voilà qui est intolérable. Chaque fois que je revois ces yeux qui attendent, je ressens une brûlure. L'envie soudaine me prend de me lever, de courir droit devant moi. Là-bas, on crie au secours. On fait naufrage. Il avait été très frappé par une phrase d'Alain, et je me demande si elle n'est pas à l'origine de certaines réflexions de Terre des Hommes. Alain dit dans un de ses propos que ce que l'homme ressent le plus délicatement, c'est le courage et son contraire. André Gide dit de Saint-Exupéry: Ce surpassement de soi qu'obtient la volonté tendue, c'est là ce que nous avons surtout besoin qu'on nous montre. Je lui sais gré particulièrement d'avoir éclairé cette vérité paradoxale, que le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir. Fanatisme contre fanatisme, opinion contre opinion, frère contre frère, on se bat en Espagne. Le chaos international se précise. Le feu allumé là est comme un prélude à l'incendie qui bientôt ravagera l'Europe. Saint-Exupéry écrit des articles. Regarde. Quel sens peut-on donner à la guerre? Quelle excuse peut-on lui trouver? Il avait été frappé par le caractère terrible de cette guerre sans frontières, cette guerre intérieure qui était dans les cœurs et non pas visible
Il ne faut pas oublier ce qu'il a écrit à ce moment-là, qui n'a pas toujours été recueilli. Voilà ce qu'il écrivait dans François à un certain moment. Moi, je m'en fous bien, voyez, pardonnez-moi, moi, je m'en fous bien pour l'instant des règles du jeu de la guerre et de la loi des représailles. Qui a commencé? À une réponse, on trouve toujours une réponse, et le premier meurtre de tous est enfoui dans la nuit des temps. Plus que jamais, je me défie de la logique. J'ai vu une petite fille déshabillée de sa robe de lumière. Comment croirais-je à la vertu des représailles? Quant à l'intérêt militaire d'un tel bombardement, je n'ai pas su le découvrir. J'ai vu des ménagères éventrées, j'ai vu des enfants défigurés, j'ai lu cette vieille marchande ambulante éponger les débris de cette... Enfin, je vous passe ça. J'ai vu la concierge, etc. Rôle moral, mais un bombardement se retourne contre son but. À chaque coup de canon, quelque chose se renforce dans Madrid. Le monde craque. Au rendez-vous de Munich, l'Europe perd une nation, mais la conciliation est un chemin sans issue. Les armées allemandes répètent leur cantique de guerre. Les Alliés font semblant de ne pas trop entendre. La fausse paix de l'entre-deux-guerres termine sa carrière. Où est la vérité dans tout cela? La vérité, c'est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos. La guerre, c'est ersatz d'aventure. D'abord mobilisé à Toulouse, Saint-Exupéry rejoint le groupe 233 de grande reconnaissance établi à Orconte. Le métier de témoin m'a toujours fait horreur. J'ai besoin pour être de participer. Ça fait maintenant plus de 20 ans que nous sommes arrivés ici. Tu te rappelles, René, la date exacte de notre arrivée? Oui, je crois, Jean. D'après le journal de marche, venant de Chaconin, le terrain de Soissons, nous sommes arrivés ici le 17 ou 18 septembre 1939. Oui. Pour faire de la reconnaissance stratégique. Tu te rappelles notre arrivée sur ce terrain nu comme un verre? Absolument nu, oui. Il n'y avait pas une baraque, absolument rien pour nous accueillir, à tel point qu'on a oublié, pas trop fort, de faire Bernada est là. Il y avait des tas de bois énormes ici, on en a volé une grande partie, avec lesquels on a construit une baraque à trois chambres. On a commencé par une chambre modeste, et puis ensuite on a continué par une salle un peu plus grande, et puis ensuite on a fait un vaste salon pour se tenir. Ah oui, ça. Et ce PC là, hein? Ah c'est là, oui, en fait. PC, on a Je me rappelle, il y avait une grande salle où on avait mis des cartes. Toutes les cartes. André Va avait mis ses cartes, et avec ses punaises rouges de toutes les couleurs. Avec amour. Avec amour, oui. Et toi, Duterte, quand c'est que tu nous as rejoints là Eh bien, je crois bien que c'était au mois de novembre, effectivement, avec Chéri. On est venu vous apporter un appui dont vous aviez peut-être besoin. Puis on manquait terriblement d'observateurs. On manquait d'observateurs, oui. Saint-Exupéry, venant de Toulouse, où il était à l'école de pilotage, a réussi à se faire affecter notre groupe et a rejoint Orconte le 3 novembre. Il avait réussi à obtenir cette autorisation exceptionnelle, car il tenait absolument à faire la guerre. Vous savez que sa mission pour lui, c'était de participer. Et quand nous avons appris cette mutation, tout le groupe a été un peu inquiet, parce qu'on se demandait ce que Saint-Exupéry, que nous connaissions surtout comme poète, venait faire dans un groupe de combattants. Il était renfermé. Il ne parlait pas. C'était une sorte de timidité étrange pour un homme comme lui. Mais dès qu'il était en confiance avec vous, dès qu'il vous connaissait un peu, dès que vous aviez acquis son amitié, alors à ce moment-là, c'était un homme tout à fait différent. Il devenait bavard, il devenait disert, il racontait des histoires, il vous faisait participer à sa vie personnelle, à sa vie intérieure. Il vous montrait ses recherches, ses découvertes. Il avait une philosophie de la vie, une philosophie scientifique, une culture scientifique, une culture littéraire, une culture humaine extraordinaire. La fausse guerre, la vraie guerre, entre les deux une date pivot, 10 mai 40. Eh bien, pour le groupe de 33, le 10 mai 40 a été bien sûr une catastrophe comme pour tout le monde. Et pour nous a commencé l'aventure des terrains. Nous avions constamment l'ennemi à quelques kilomètres de nous. Nous assurions pratiquement notre propre connaissance. Et nous avions des missions de plus en plus délicates. Des missions véritablement des missions suicides. Et quelques jours après le 10 mai, nous nous trouvions à 3 pilotes. Le groupe a été renforcé à plusieurs reprises. Et les renforts, au fur et à mesure qu'ils arrivaient, disparaissaient. Et nous sommes entrés dans une époque très difficile où tous les pilotes comme Motès, comme Israël, ont disparu les uns après les autres. Et où ceux qui sont restés comme nous, bien sûr, avaient
beaucoup de chance. Mais c'était une triste période où les missions étaient extrêmement difficiles, extrêmement délicates. Jean Israël, dans Pilote de guerre, Saint-Exupéry vous cite comme disparu. Oui, au moment où il a écrit ce livre, il n'avait pas encore le groupe n'avait pas encore reçu de nouvelles de moi. Il ne savait pas que tous les trois, l'équipage, Guérin, Heinkel et moi, nous étions encore en vie. 24 heures plus tard, mon commandant, c'était votre tour avec Saint-Exupéry. Le 22 mai 40, vous êtes parti en mission avec Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est le sujet de Pilote de guerre. Effectivement, Israël n'étant pas rentré, et Arras ayant l'air d'intéresser sérieusement le commandement, une mission a été renvoyée. Et une mission dans des conditions un peu spéciales, je dirais même extraordinaires, puisque c'était une mission à 1500 mètres d'altitude, mission qu'on ne faisait plus étant donné les risques que couraient ces missions. Quand vous avez lu Pilote de guerre, est-ce que vous avez retrouvé les détails de la mission sur Arras que vous avez vécue avec Saint-Exupéry? Certainement. Quoique, dans ces moments-là, on ne fait pas très attention même à ces infimes petits détails. Moi, j'avais le nez par terre, je regardais surtout ce qui se passait en bas. Et Saint-Exupéry, lui, avait l'esprit un peu plus libre, il dirigeait l'appareil suivant un cap. De temps en temps, il me demandait, c'est toujours ça, on maintient? Je lui disais, on maintient, tant qu'on marche, on maintient. Il y a quand même eu un moment où l'avion a été sérieusement déséquilibré. Ça devait être un gros obus, un 90 qui a dû éclater à côté. L'avion a presque été basculé. Moi, j'ai cru qu'on tombe, et finalement, il s'est très bien rétabli. Et nous avons pu nous en tirer sans trop de dommages. Mitrailleur, capitaine, avez-vous entendu? 17h, vite, à la mango! Entendu, capitaine! Luther, ils nous ont vus? C'est Luther qui a parlé. Que voulez-vous que je décide? Et l'on se tait. Il n'est rien à décider, ça regarde Dieu exclusivement. Mitrailleur, on les sert, mon capitaine! Ça ira. Luther! Luther! Mon capitaine! Non! Rien! Qu'y avait-il, mon capitaine? Rien! Je croyais... Rien! Je ne leur dirai rien. Ce n'est pas un tour à leur jouer. Si j'amorce une vrille, ils le verront bien. Ils verront bien que j'amorce une vrille. Il n'est pas naturel que je ruisselle de sueur par 50 degrés de froid. Pas naturel. Or, j'ai déjà compris ce qui se passe. Tout doucement, je m'évanouis. Tout doucement. Je vois la planche de bord. Je ne vois plus la planche de bord. Mes mains s'amollissent sur le volant. Je n'ai même plus la force de parler. Je m'abandonne. S'abandonner. J'ai pincé le tuyau de caoutchouc. J'ai reçu dans le nez la bouffée qui porte la vie. Ce n'est donc pas une panne d'oxygène, c'est... Ah oui, bien sûr, j'ai été stupide. C'est le palonnier. J'ai exercé contre mon palonnier des efforts de débardeur, de camionneur. À 10 000 mètres d'altitude, je me suis conduit en lutteur forain. Or, mon oxygène était mesuré, j'en devais user avec discrétion. Je pélorgie. La vie m'est revenue tout doucement. Luther! Capitaine! J'aimerais lui confier ce qui s'est passé. J'ai cru... Mais je renonce à m'exprimer, les paroles consomment trop d'oxygène. Et mes 3 mots m'ont déjà essoufflé. Je suis un faible convalescent. Y avait-il, mon capitaine? Non, rien! Capitaine, vous êtes vraiment énigmatique! Je suis énigmatique, mais je suis vivant. Ne nous ont pas eu! Oh, mon capitaine, c'est provisoire! C'est provisoire. Il y a Arras. Je l'ai rencontré dans un train. C'était, je crois, en 1940. Oui, il était en permission. Il allait chez sa mère à Hagué. Et moi, j'étais capitaine dans une escadrille qui était en train de prendre du matériel nouveau dans le Midi. Nous nous sommes rencontrés par hasard. J'ai regardé longtemps. Je me suis dit, il n'y a pas de doute, c'est lui. C'est lui.
c'est lui. Et puis j'ai hésité, et puis j'ai fini par aller lui parler au moment où presque le train entrait en gare. Nous ne sommes pas dit grand-chose, je lui ai demandé s'il était Saint-Exupéry, il m'a dit oui. Et puis je l'ai regardé, c'est tout, ça suffisait, je crois. C'est un été qui se détraque, un été en panne. Tout est en panne cette année-là. On ne remonte plus les pendules, on ne ramasse plus les betteraves, on ne répare plus les wagons. L'âme est déserte. On meurt de soif dans un pays où tout s'écroule et tout se casse. Que peut-on dire de cette bouche? Après un séjour à Haguet chez sa sœur, Saint-Exupéry décide de gagner les États-Unis. Je l'ai vu pour la dernière fois au moment où il s'apprêtait à quitter la France, à la fin de l'été 40. Il est venu ici au MAS, il attendait ses papiers de Vichy pour pouvoir s'embarquer pour l'Amérique. Et il a fini par les obtenir. Et comme nous n'avions pas de voiture à ce moment-là, je me suis fait prêter un tandem et nous sommes partis tous les deux. Je l'ai accompagné à la gare un soir. Et je ne l'ai plus jamais revu. De passage au Portugal, Saint-Exupéry apprend la disparition de Guillaume. Guillaume est mort, il lui semble n'avoir plus d'amis. New York, désert trop habité, trop lumineux, trop bruyant, qui laisse l'individu seul. Les Français sont divisés, les Américains indifférents. Les peuples comme les hommes ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Que faut-il dire? Que faut-il faire? Ses éditeurs réclament un livre à Saint-Exupéry. Écrire pilote de guerre, pour lui, c'est prendre position. C'est expliquer à un peuple ami et déçu les raisons d'une défaite. En Amérique, c'est le triomphe. En France, l'interdiction. C'est également à cette époque, en 1942, je crois, que Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince à New York. Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince dans les circonstances suivantes. Un soir, je me trouvais chez lui et il m'a dit, imaginez-vous ce qui m'est arrivé hier soir. Je déjeunais avec mon éditeur dans un beau restaurant de New York où il y avait une belle nappe blanche et je me suis amusé avec mon crayon à dessiner des petits bonshommes. Le garçon était furieux et l'éditeur regardant me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui ai répondu, mais c'est un petit bonhomme que je porte dans mon cœur et qui m'intéresse beaucoup. Et l'éditeur me dit, mais pourquoi ne feriez-vous pas une histoire pour enfants? Noël approche, c'était en automne 42, faites donc une histoire pour enfants et que nous vendrons à Noël. Et alors Saint-Ex s'est mis à écrire Son Petit Prince. Et Son Petit Prince lui a pris peut-être davantage de temps. Le livre, en réalité, n'a paru qu'en mars 43 et c'est moi-même qui, en septembre 43, lui ai apporté les premières éditions. À cette époque-là, il poursuivait également une œuvre qu'il avait entreprise avant la guerre et que par la suite on a appelée Citadelle. Dans quelles conditions a-t-il écrit Citadelle? Citadelle, pour moi, était une sorte de grand recueil de toutes les notes que Saint-Exupéry voulait prendre, certainement pour en faire un ouvrage qui deviendrait son ouvrage principal et des réflexions philosophiques sur la condition humaine. Il faudra au moins 10 ans pour en tirer quelque chose. Je crois que la meilleure comparaison qu'on puisse faire entre Citadelle et une autre œuvre littéraire, c'est avec les Pensées de Pascal. On a retrouvé alors en vrac donc, toutes ces réflexions. On les a données comme on a donné les Pensées de Pascal, mais il est certain qu'il n'y a pas plus de rapport entre ce que Citadelle devait devenir et Citadelle qu'entre l'apologie de la religion chrétienne et les Pensées de Pascal. Quel est le sens pour vous de Citadelle? C'est le grand problème de l'homme, l'étude de la condition humaine. Et alors, je voudrais dire davantage, parce que je crois que je suis un des rares philosophes qui ait discuté un peu de questions philosophiques avec Saint-Ex. Et si je dois résumer sa philosophie, je la résumerai tout simplement en quelques mots, en disant que sa philosophie est une philosophie de lien. C'est-à-dire que lui, aviateur, regarde la Terre, et il regarde la Terre d'une manière tout à fait planétaire. Et
il constate en observant la terre le désordre, le chaos qui règne. Mais dans ce chaos, il y a toute une série de liens. Il y a d'abord les liens qui se défont. Les liens qui se défont sont par exemple la souffrance, la mort, ou bien dans d'autres domaines la débauche, ou bien encore la défaite. Et naturellement, c'est ce qui est la cause de la tragédie humaine. À côté des liens qui se défont, il y a des liens plus dangereux encore, ce sont les liens qui nous enchaînent. Saint-Ex cite comme exemple les amants possessifs, par exemple, ou bien il cite encore comme autre exemple les gendarmes et les généraux qui restent enfermés dans leur doctrine. Tous les personnages qui n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes, comme d'ailleurs, vous le savez, tous les personnages du Petit Prince, et en particulier le fameux buveur, qui, lorsqu'on lui demande pourquoi il boit, il répond qu'il a honte, et il a honte de quoi? De boire. Donc tous les gens qui sont enfermés, ou bien encore enfermés en eux-mêmes, comme le petit bureaucrate de Terre des Hommes, voilà les liens qui vous enchaînent. Mais à côté des liens qui nous enchaînent, alors il y a les liens qui nous libèrent. Ces liens qui nous libèrent, c'est d'abord l'amitié, et vous connaissez toutes les magnifiques réflexions de Saint-Ex sur l'amitié. Il y a l'amour, il y a le domaine, il y a l'empire ou la patrie, il y a le poème, il y a le temple. Et tous ces liens qui nous libèrent, pourquoi nous libèrent-ils? C'est parce que c'est ici une des grandes lois de la pensée de Saint-Ex. Pour unir A et B, il ne faut pas joindre A et B par un trait, mais A et B sont unis s'ils sont unis par une réalité C qui les dépasse. Et Saint-Ex appelle cette réalité C, donc les dieux, comme le domaine, l'empire, l'amour, etc. Et je crois que sa conception religieuse, c'est Dieu qui est alors l'être des êtres. D'ailleurs, à ce point de vue-là, n'est-ce pas, Saint-Ex m'avait demandé de transporter de New York à Alger le livre de Maurice Blondel sur l'être et les êtres. Et je crois que dans Citadelle, il veut insister sur, en somme, cette philosophie des liens, qui en termes philosophiques, en somme, c'est simplement l'importance des rapports et des relations dans la vie, dans la pensée humaine et dans l'univers. Pilote, écrivain, moraliste, oui, mais cela n'est pas assez. Chercheur, auteur de nombreux brevets d'invention, comment résout-il les problèmes scientifiques? Il les attaquait surtout sur un plan philosophique, on pourrait dire de philosophie scientifique. C'était un observateur extrêmement délicat de tous les phénomènes physiques. Et il raisonnait surtout par intuition et analogie. Je m'explique. Par intuition, son intuition était à peu près celle qu'il avait dans ses essais poétiques. Et quand je dis analogie, c'est qu'il reportait les observations qu'il avait faites sur un phénomène quelconque dans un domaine tout à fait autre de l'activité de la nature ou de l'activité scientifique. Par exemple, il expliquait assez volontiers le couple gyroscopique, qui est un phénomène purement mécanique, par des analogies résultant de la circulation de l'eau dans un circuit fermé, ayant d'ailleurs une forme absolument quelconque, mais fermée. Roger Caillois, Saint-Exupéry ne s'est jamais ressenti comme un écrivain, disons, de profession. Quel sens, d'après vous, accordait-il à l'acte d'écrire? Je crois qu'il a eu, dès l'abord, un grand respect pour la littérature, comme tous les gens qui ne sont pas du métier et qui ont tendance à confondre un peu l'imprimé, enfin ce qui est écrit noir sur blanc sur un journal ou dans un livre, avec une espèce de sacerdoce. Mais la grande différence est qu'il a commencé à avoir quelque chose à dire pour écrire, alors que beaucoup d'écrivains, je dirais même la presque totalité des écrivains, écrivent ce que les autres font, ou ce qu'ils imaginent qu'ils auraient pu faire, ou ce que les héros qu'ils inventent font. Lui a commencé par faire quelque chose avant d'écrire. Si vous voulez, toute proportion gardée, il est dans la situation de César, qui devient écrivain et qui écrit les commentaires de la guerre des Gaules qu'après avoir commandé les armées romaines. Ou, si vous voulez, pour prendre un cas de notre époque, dans la situation de Laurence d'Arabie, qui fait la campagne de Damas avant d'écrire les 7 piliers de la sagesse. Cela me semble un cas très rare et qui est susceptible d'avoir une grande influence sur les nouvelles
nouvelle génération qui trouve un peu léger de dire n'importe quoi. Il faut avoir fait ses preuves, il faut avoir payé de sa personne avant d'avoir le droit d'écrire. Humainement, quelle impression laissait-il? Oh, c'était une impression extraordinaire. C'était un homme extraordinaire. Ce n'était pas un homme de ce temps. Il ne faisait rien comme les autres. Il n'était en rien comme les autres. C'était un chevalier du Graal qui était parmi nous à l'époque, à cette époque-là. Il n'avait rien de comparable. Il ne pouvait rien faire. Il ne mettait pas une chemise comme tout le monde. Il ne mettait pas une casquette comme tout le monde. Il n'était pas habillé comme tout le monde. Il ne parlait pas comme tout le monde. Il ne fumait pas comme tout le monde. Il ne se couchait pas comme tout le monde. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il était le grand Saint-Exupéry, celui que moi je suivais depuis son premier livre, dont j'attendais tous les livres, et qui était représenté pour nous ce que nous devions être, le modèle exemplaire de l'homme d'aujourd'hui. Saint-Exupéry est d'ailleurs l'un des tirages les plus importants de la littérature contemporaine. Et cependant, certains l'accusent d'être le père d'une morale, disons, un peu simpliste. Comment expliquez-vous cette contradiction? Eh bien, on a tendance en effet à le considérer comme une espèce de frère prêcheur, comme un professeur de morale, et d'une morale édifiante, non pas dans le sens noble du mot, qui signifierait morale constructrice, mais dans un peu comme un professeur de morale de patronage. Et je crois que c'est le contraire qui est vrai. Je crois que c'est le contraire qui est vrai, parce qu'une morale conformiste, comme celle qu'on lui reproche quelquefois d'enseigner, est une morale toute faite, et non pas une morale qui est sortie de la vie, qui est sortie de l'épreuve, qui est une espèce de science des responsabilités. Et ça, je crois que c'est un des grands apports de Saint-Exupéry que d'avoir inventé ou découvert la morale, de l'avoir fait sortir en quelque sorte des épreuves auquel il exposait son métier, qui était un métier difficile, un métier qui exigeait toutes sortes de qualités humaines qui ne se rencontrent qu'exceptionnellement. Toutes les morales, bien entendu, peuvent aboutir à la morale de patronage, en ce sens que la morale, c'est donner une signification à l'action. C'est s'apercevoir qu'agir ne suffit pas, mais qu'il faut aussi savoir pourquoi on agit, dans quel sens on agit, et aussi quelles sont les règles qui permettent que l'action soit efficace. Eh bien, être pilote de grande ligne, c'était savoir tout cela. C'était savoir qu'on n'agissait pas au hasard, et que pour agir, il y avait des lois de solidarité, de loyauté, de bravoure, d'attention à l'ouvrage, dont on ne pouvait pas se moquer, dont on ne pouvait pas se passer, au prix d'une catastrophe inévitable et prochaine. C'est en ce sens-là, je crois, que l'on ne peut pas considérer l'œuvre morale de Saint-Exupéry, et c'est celle de tous ses livres, parce que dès le début et jusqu'à la fin, elle a été une œuvre morale, c'est qu'il ne s'agissait pas d'acquiescer. Ça n'était pas une morale, encore une fois, de consentement, c'était à tout moment une morale d'aventure, de risque et de réponse au risque. Et Saint-Exupéry n'est pas, comme on le dit, un professeur de morale, mais c'est quelqu'un qui montre, au contraire, comment il faut que chacun s'invente et se découvre à son usage une morale personnelle. Après de nombreuses démarches, Saint-Exupéry obtient de rejoindre le groupe 233 en Afrique du Nord. Le débarquement de 1942 s'est effectué, notre groupe a continué les opérations, et au début de 1943, grâce à Elliott Roosevelt, qui est le fils du président Roosevelt, mon escadrille a été équipée de P-38 Lightning, et nous avons commencé notre entraînement à Oujda. Saint-Exupéry a profité d'un premier convoi autorisé pour rapatrier l'Afrique du Nord, et il a rejoint mon groupe immédiatement à l'entraînement à Oujda. C'est donc à Oujda que j'ai recommencé son entraînement comme en 1939, et qu'il a participé aux missions photographiques sur P-38. Mon escadrille a fait mouvement d'Oujda à Maison-Blanche, et ensuite de Maison-Blanche à Tunis. Quant à Tunis, Saint-Exupéry a été prêt pour refaire ses missions de guerre. Il était vraiment heureux, comme un écolier en vacances. C'est exactement, je pense, le terme qu'il faut employer pour cette joie. Malheureusement, Saint-Exupéry, il faut bien le dire, était relativement âgé pour le type de mission
et le type d'appareil. Les P-38 étaient des avions extrêmement rapides, volant à très haute altitude. Nous volions en cabine non climatisée et non pressurisée. La température intérieure des cabines atteignait, au bout de quelques heures de vol, moins 45, moins 50 degrés. Par ailleurs, la dépression, les cabines non pressurisées, la dépression provoquait chez Saint-Exupéry, qui était cassé et brisé de partout, des douleurs atroces. Les médecins, en effet, savent très bien que ce genre de fracture occasionne en altitude des dégagements d'azote qui produisent des douleurs très intenses, qui peuvent provoquer l'embolie et aussi provoquer l'évanouissement. Saint-Exupéry est donc reparti faire sa première mission sur la France, et je vous l'ai dit, il était très heureux. Malheureusement, au cours d'un atterrissage, Saint-Exupéry a fait une petite faute très très légère, et son avion a été long à l'atterrissage, est allé buter légèrement un olivier qui était en bout de la piste de Gamart près de Tunis. Et les Américains ont profité de cette occasion, de cet incident, pour annuler son autorisation de vol. Saint-Exupéry a été très frappé par cette interdiction, d'autant plus qu'elle a été suivie par une mise en disponibilité à Alger par le haut commandement d'alors. Par Alger, il n'était pas extrêmement heureux. Enfin, il avait la nostalgie de l'action, il aurait voulu être avec ses camarades d'escadrille, il aurait voulu être dans le combat, et il ne l'était pas. Il est aussi préoccupé par les événements et par le sort du monde futur. Oui, certainement. Assez pessimiste. Assez pessimiste. Quand il était, par exemple, je peux lui rappeler un souvenir personnel, c'est par lui que j'ai entendu parler pour la première fois de la bombe atomique en décembre 43, oui, décembre 43. Quand il avait été aux États-Unis, comme partout, il avait rencontré tout ce qui comptait dans le pays, c'est-à-dire les écrivains, c'est-à-dire les physiciens. Et il était certainement au courant des recherches qui se faisaient dans les deux camps pour avoir ce moyen terrible de destruction. Et je me rappelle un jour, nous étions sur le trottoir de la rue d'Enfer Rochereau, devant chez lui. Il y avait un discours de Churchill qui était assez alarmant, surtout quand on lisait entre les lignes, disant aux Anglais, mais ne croyez pas que vous allez finir avec le Blitz, vous pouvez avoir encore des choses bien plus horribles que celles que vous avez connues. Et je me rappelle l'angoisse de Saint-Exupéry qui m'a dit cette phrase, ça y est, Hitler a l'uranium et le monde est foutu. Participer à la vie, participer à la guerre, pour cela il faut obtenir de nouveau l'autorisation de voler. Après l'attente, après l'inaction, le doute, l'angoisse, Saint-Exupéry retrouve ceux du 233. À Alghero, Saint-Exupéry a revolé normalement et a repris ses missions. Il a eu quelques incidents. Il a été tout d'abord poursuivi par la chasse. Ensuite, il a eu un incident moteur, il a eu un incident d'inhalateur. Et le 29 juin en particulier, il a fait une mission extraordinaire que j'ai appris par la suite. Saint-Exupéry, qui volait dans la région de Grenoble-Alcy, a eu un incident moteur pour éviter la chasse adverse au cours de sa rentrée vers la Sardaigne et la Corse, vers la Corse et la Sardaigne, est descendu à basse altitude et a navigué à travers les vallées des Alpes. À la suite d'une petite erreur, il s'est retrouvé dans la plaine du Pô, dans la région de Turin, autour d'un aérodrome, à 3000 pieds d'altitude avec un moteur, une hélice en croix, et derrière lui, des avions ennemis. Il a senti sa dernière heure arriver, il s'est mis la tête dans un carlingue et il a attendu. La mort n'arrivant pas, Saint-Exupéry a regardé dans son rétroviseur, il n'y avait plus rien. Bien sûr, Saint-Exupéry était en tour de piste d'un terrain d'entraînement des armées, de l'aviation italienne et allemande, et personne n'a pu penser qu'il s'agissait d'un avion ennemi, bien sûr. Saint-Exupéry a donc continué sa mission, il est passé à la verticale d'Eugène, où il a été tiré par la DCA, et ensuite, contactant le contrôleur américain, il a reçu l'ordre de se poser à Bastia, en Corse. Nous l'attendions à Alghero, car c'était ce 29 juin, justement, le jour de son anniversaire, de son 44e anniversaire. Nous avions préparé à la popote une soirée pour lui. Et nous l'avons passé sans lui, puisque nous ne l'avons récupéré que le lendemain.
nous avons fait mouvement d'Alghero en Corse, à Bastia, à Borgo Bastia, vers la mi-juillet. Et c'est dans notre villa des pilotes à Bastia qu'un soir je suis allé le trouver pour lui dire ce que je pensais de sa mission de pilote. Je lui ai expliqué qu'effectivement il était peut-être un peu trop âgé et que ce n'était pas son rôle exact de voler dans des avions comme celui-là à très haute altitude. Nous allions débarquer en France prochainement. Il fallait qu'il se réserve et qu'il avait d'autres missions plus importantes à accomplir dès son arrivée en France. Saint-Exupéry a été très touché et je pense s'attendait à cette question de ma part. Il m'a répondu tout de suite, très, très ému, qu'il était certain de disparaître d'une façon ou d'une autre et que je ne tolérais pas que ce soit autrement qu'en mission de guerre. Il avait déjà eu des interdictions de vol, mais il ne pourrait pas survivre à une autre interdiction de vol. Et il y avait un très grand service à me demander, celui d'accepter sa mallette de manuscrits, pour laquelle il me donnait des consignes tout à fait particulières, la personne à qui je devais remettre ces manuscrits, et toutes les consignes en ce qui concerne la parution de ce qu'il appelait l'œuvre de sa vie, c'est-à-dire de son livre Citadelle. À quelques jours de là, à la résidence générale à Tunis, le 24 juillet 1944, au baptême de mon fils, Saint-Exupéry en était le parrain, avec des amis communs, nous avions décidé d'intervenir fermement près de Saint-Exupéry pour l'empêcher de voler. Et comme nous devions débarquer dans le sud de la France, nous avions pensé lui faire communiquer par les pilotes qui étaient au courant des secrets du débarquement, et il y en avait à mon escadrille, de lui faire communiquer ces secrets du débarquement, et ensuite de lui dire, on a fait une faute, on n'aurait pas dû vous confier ces secrets, mais maintenant vous êtes liés par ce secret et vous ne devez plus voler tant que le débarquement n'aura pas eu lieu. C'est donc sur cette, disons, décision que j'ai rejoint Bastia. Et Saint-Exupéry a rejoint l'escadrille un peu plus tard, en passant par Alger. Malheureusement, le 31 juillet, Saint-Exupéry redécollait pour une mission de guerre sans que j'aie pu mettre cette idée à exécution. Et aussi, malheureusement, c'était la première fois, et pour moi c'est un très grand remords, la première fois que je n'assistais pas, que je n'habillais pas Saint-Exupéry. C'est la première fois que je ne l'installais pas dans sa carlingue. C'est la première fois que je ne mettais pas en route ses moteurs, que je ne vérifiais pas son cockpit. C'est la première fois que je ne faisais pas enlever les cales, c'est la première fois que je n'assistais pas à ses décollages en mission de guerre. Saint-Exupéry décolle. Le radar le suit jusqu'aux côtes de France. Les heures s'écoulent. Le radar essaie d'accrocher quelque chose qui soit un signe de vie. Chaque seconde emporte une chance, chaque seconde emporte quelque chose. La voix de Saint-Exupéry, son rire émerveillé, ses mains, son silence, sa verve, son imprévu, son étonnement, son regard, sa générosité, sa gaucherie, son assurance, tout ce qui fait de lui un vivant unique. Lui qui, dans le parc de Saint-Maurice de Rémas, apprivoisait les oiseaux et dans le Sahara les gazelles et les maures, continuera toujours d'apprivoiser l'homme, son frère. Être homme, qu'est-ce que c'est? Être homme, c'est être responsable. Cher Dalloz, que je regrette vos 4 lignes. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez des temps présents. Moi, je désespère. J'imagine que vous pensez que j'avais raison, sous tous les angles, sur tous les plans. Passe le ciel que vous me donniez tort, que je serais heureux de votre témoignage. Moi, je fais la guerre le plus profondément possible. Je suis certes le doyen des pilotes de guerre du monde.
La limite d'âge est de 30 ans sur le type d'avion monoplace de chasse que je pilote. Et l'autre jour, j'ai eu la panne d'un moteur à 6000 mètres d'altitude au-dessus d'Annecy, à l'heure même où j'avais 44 ans. J'ai tout connu depuis mon retour à l'escadrille. J'ai connu la panne, l'évanouissement par accident d'oxygène, la poursuite par les chasseurs et aussi l'incendie en vol. Je paye bien. Je ne me crois pas trop avare et je me sens charpentier sain. C'est ma seule satisfaction. Et aussi de me promener, seul avion et seul à bord, des heures durant, sur la France, à prendre des photographies. Ça, c'est étrange. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Je vous embrasse, Saint-Ex. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait, décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là ?» et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. « Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. » Moi, je me taisais. « Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. » Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. » Moi, je me taisais. « Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. J'aurai 500 millions de fontaines. » Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait. « C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit « Voilà. C'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Histoire TV présente L'ombre d'un doute avec Franck Ferrand, des enquêtes historiques et passionnantes. Le Louvre et les Tuileries telles que vous ne les